Alors mon exposé va être assez rapide, enfin je l'espère pour tout le monde. Il va traiter des aires protégées, de l'action collective et des services écosystémiques avec l'idée que parmi les concepts disponibles sur le marché, peut-être que le concept franco-français de solidarité écologique, qui est déjà dans le droit de l'environnement avec la réforme des parcs nationaux français de 2006, pourrait être une des alternatives au concept de service comme on va le voir. Alors, la préservation de la nature, elle existe depuis fort longtemps et donc on a développé tout un portfolio de mesures juridiques. Et parmi celles-ci, en fait, la plus développée est celle des aires protégées ou qu'on appelle également espaces naturels protégés. Et c'est définitivement le principal outil de conservation de la biodiversité. Et aujourd'hui, la définition des aires protégées de l'IUCN intègre explicitement la notion de service écosystémique, ce qui n'était pas le cas auparavant. Alors, mon exposé va être assez élémentaire. Je vais passer en revue très brièvement l'importance des aires protégées aujourd'hui. Très brièvement également, je reviendrai sur l'évolution des paradigmes de la protection de la nature qui ont guidé leur établissement, leur gestion et leurs modalités de gouvernance, avant de m'attarder un peu davantage sur le lien qui est fait aujourd'hui entre services et aires protégées, pour aller ensuite vers ce concept de solidarité écologique qui pourrait permettre, dans son exploration, de dessiner ce que j'appelle des territoires capables, à savoir des territoires capables de concilier activité humaine et conservation de la biodiversité dans des dispositifs d'action collective. Alors, les aires protégées à l'échelle mondiale, aujourd'hui, ça représente quelques 14% de la superficie terrestre mondiale, ce qui représente 17 millions de kilomètres carrés, comme vous voyez sur cette figure, et environ 171 000 kilomètres carrés en France métropolitaine et ultramarine. Le nombre d'aires protégées n'a eu de cesse de croître à l'échelle internationale. Ici, on le voit à l'échelle européenne, donc en nombre et en superficie. Ces aires protégées, elles ont généré pas mal de tensions, de conflits de légitimité dans leurs établissements. Disons qu'on essaye de les classer, vu que les différents standards des différents pays sont très variables. Il y a l'IUCN, qui est l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui s'est occupée un petit peu d'essayer de classer ces différents types d'aires protégées selon un gradient qui va de la protection sur l'axe vertical vers une protection très très forte, donc en haut, destinée à la recherche ou destinée à la protection stricte, les catégories 1A, 1B. On va retrouver les cœurs des parcs nationaux français et certaines réserves naturelles nationales, par exemple, jusqu'aux catégories 5 et 6 en bas, où on va retrouver des espaces destinés à la gestion des ressources naturelles renouvelables, comme les parcs naturels régionaux ou les parcs naturels marins. Alors, cette classification de l'IUCN, elle a été dénoncée très tôt et à raison, parce qu'en fait, au-delà d'évaluer ou de donner une idée de la protection réelle de la biodiversité, en fait, ça se traduisait surtout, toujours sur l'axe vertical, par une exclusion en fait, des activités humaines versus inclusion des activités humaines. Alors plus récemment, l'IUCN a créé une typologie, des modalités de gouvernance, justement pour pouvoir caractériser les aires protégées, pas seulement en fonction de leur degré de protection ou d'exclusion ou d'inclusion des humains, mais aussi en fonction de qui les gère, donc sur l'axe horizontal, entre si ce sont des gouvernements, des agences gouvernementales centralisées, décentralisées, de la cogestion avec les communautés locales, ou si ce sont des peuples autochtones ou des individus ou des sociétés privées. Dans ce contexte, l'évolution de la protection de la nature et notamment de la manière d'entretenir nos rapports à la nature guide évidemment l'établissement de ces aires protégées, de nos rapports au monde. Donc ici, il y a beaucoup de typologies qui sont disponibles dans la littérature. Je prends une typologie qui peut être assez discutable, qui est la dernière qui est parue dans Nature de Massey en début d'année,
qui va préciser qu'avant les années 60, on a eu tendance à protéger la nature pour elle-même et pour une élite naturaliste, contemplative et scientifique. Puis, face à l'accentuation de la dégradation des ressources naturelles et des milieux, on a surtout fait des efforts dans la gestion des ressources renouvelables et de la faune sauvage. Puis, au cours des années 90, on a développé des approches participatives, collaboratives qui ont multiplié des petits succès locaux, mais face toujours à la forte pression qui s'exerce sur la biodiversité et les milieux naturels, un groupe de scientifiques a essayé de mettre en avant en fait, voilà, les valeurs inestimables, les services rendus par la nature pour essayer de les promouvoir. Et donc on s'est mis dans les années 2000 à préserver la nature pour les humains. Et depuis les années 2010, ça peut être discutable en termes de temporalité, on reviendrait, en fait, on revisiterait les fondamentaux, en fait, si ce n'est par exemple des concepts du programme Man and Biosphere de l'UNESCO. Et donc tout cela s'est traduit par une sortie des aires protégées, de leur strict espace et d'une mise en réseau où on fait appel à des enjeux de connectivité, à des approches systémiques de plus en plus complexes. Donc les réserves sortent de plus en plus de leur périmètre et elles remplissent de plus en plus de fonctions très différentes. Et les réserves peuvent être considérées donc du fait qu'il s'agit aujourd'hui de préserver sur des grands espaces. Les réserves sont amenées à sortir de leur strict périmètre et à être pensées en interaction étroite avec leur territoire environnant. Et donc le cliché de la mise sous cloche, tel que l'a démontré donc Clara Terville dans sa thèse récente sur les réserves naturelles de France, ce cliché-là est un petit peu battu en brèche puisque désormais les gestionnaires remplissent un grand nombre de fonctions d'animation. Et donc l'enjeu évidemment c'est d'asseoir leur légitimité en dehors de leurs espaces d'investigation habituels. Et donc un moyen d'asseoir cette légitimité, c'est évidemment de travailler sur les services écosystémiques. Alors si on en revient à la genèse et aux origines des relations entre services écosystémiques et aires protégées, ça a été déjà mentionné ce matin, mais là je vais reprendre des schémas qui avaient été produits par nos collègues du projet Serena, et donc je vous renvoie à la synthèse dans le projet, dans la revue en ligne Vertigo 2012. En fait, dans l'origine, en fait, elle est à la fois, c'est une convergence d'intérêts entre, d'un côté, le Millennium Ecosystem Assessment qui va sacraliser, cristalliser un petit peu la notion de service écosystémique dans un champ international, et de l'autre côté, en fait, le congrès mondial de l'IUCN en 2003, qui nourri par les travaux qui datent des années 80 et 90 des différentes ONG internationales, va alimenter l'idée que finalement les aires protégées rendent un certain nombre de services et que faire payer finalement pour ces services permettrait de financer les parcs, les aires protégées dans des secteurs ou dans des pays où les ressources économiques sont difficiles à trouver. Et donc, on va, à partir de ce moment-là, voir une floraison générale de guides méthodologiques divers et variés par l'IUCN et un très grand nombre de travaux qui va être croissant, pour essayer d'argumenter, en fait, souvent l'intérêt de protéger la nature. Et donc, vous pouvez trouver des exemples très nombreux dans la littérature. C'est vrai que je suis déjà... Ça se voit que j'ai répété. Je suis à des années-lumière de ce que je voulais vous dire. Donc je vais essayer d'accélérer. Et donc ces évaluations-là, elles ont pris place en France et elles continuent puisque Réserve naturelle de France aujourd'hui lance une opération Que vaut ma réserve, avec l'espoir qui s'adresserait développer un argumentaire pour les décideurs et les élus. Donc on croit encore ici que traduire et évaluer les services écosystémiques permettrait réellement d'aider à la décision. Et donc, les services dans la conservation de la biologie de la conservation, c'est une tendance très très forte en ce moment. Et donc, je voudrais vous signaler un papier de Fisher et Brown qui est paru en tout début d'année, en 2015, cette année donc, qui insiste, qui essaye d'évaluer en fait l'adoption des services écosystémiques par les grandes
organisations internationales de conservation de la nature, telles CI, WWF, Greenpeace et autres, etc. Et donc, en fait, une enquête auprès de ces 19 organisations internationales a mis en évidence 3 grandes postures, 3 grands discours. Alors, sans surprise, il y a les pragmatiques, les sceptiques et les enthousiastes. Et donc, en fait, dans les pragmatiques et les sceptiques, les dimensions morales et éthiques de la préservation de la nature ou des rapports homme-nature sont importants, voire prioritaires, alors que dans le discours des enthousiastes, en fait, c'est l'engagement avec le secteur privé qui a tendance à primer. L'autre élément de ce qu'on peut retenir de cette étude, puisque elle montre, elle souligne surtout que finalement, ça avait été déjà signalé par Norgard dans sa publication de 2010, qui a déjà été mentionnée ce matin. En fait, on observe dans la mise en œuvre des services écosystémiques en fait, une dissociation entre la métaphore initiale du concept de service écologique et dissociée de la critique sociale en fait, qui était faite du système de consommation et d'une organisation par les marchés. L'autre élément que révèle cette enquête, c'est surtout que les services écosystémiques, ce ne sont pas seulement une rhétorique, ils commencent à se traduire dans les faits par des choix stratégiques des grandes ONG. Par exemple, certaines commencent à se détourner des fameux hotspots en termes d'engagement et d'investissement pour s'orienter davantage vers les services écosystémiques. Alors, dès qu'on parle d'aires protégées, plus strictement, se pose la question de quels services on va rendre et donc pour qui, puisque les services étant actés comme les avantages tirés des écosystèmes. Et donc, il existe différentes typologies, on a déjà vu ce matin et tout à l'heure, issues de Millennium Ecosystem. Et en fait, on en a qui sont également, on peut en élaborer, qui seraient basés notamment sur le contexte des aires protégées et selon l'identification de qui est le producteur et qui est le bénéficiaire de ces services. Mais je ne m'attarde pas puisque je suis trop en retard. Alors, l'idée ici, évidemment, c'est de souligner l'importance d'une évaluation située, l'importance du contexte, donc de la dépendance au contexte local lorsqu'on évalue les services écosystémiques. Et donc les services sont confrontés, cette évaluation, à de nombreuses incertitudes. On l'a vu dans toute la matinée, mais je voudrais rappeler simplement, évidemment, que la multiplicité des écosystèmes, des processus et de la composition et de l'organisation spatiale du paysage rend évidemment très difficile la compréhension scientifique des relations de causalité. Mais il y a un autre enjeu qui est souligné notamment dans la publication Barneau et Antona 2014, qui questionne évidemment les malentendus qui peuvent germer dans l'usage des concepts, dans l'usage des mots en fonction de à quelle communauté épistémique on appartient ou selon finalement la représentation que l'on se fait des rapports aux natures. Et donc, il en va évidemment du coup de même pour l'évaluation et l'identification des valeurs associées. Et l'enjeu ultime, évidemment, c'est de parvenir à intégrer les rapports de force entre acteurs liés donc à des intérêts éminemment et toujours divergents. Et donc, dans ce cadre-là, se pose la question de la gouvernance de ces services et de la gouvernance de la biodiversité. Et donc, on a généralement différentes options, donc celle de l'action publique, où souvent l'intérêt général est prédéfini, qui peut être aussi également basé sur les marchés. Et puis, on a l'action collective, où l'idée, c'est de créer un dispositif qui permet d'aller vers des approches coopératives et de produire un intérêt commun et donc de co-construire cet intérêt général autour des services et de la biodiversité, sachant que l'hybridation, évidemment, entre les précédentes n'est pas à exclure. Et donc, si les services écosystémiques, on l'a vu également, sont éminemment très anthropocentrés et utilitaristes, la question c'est, quelle que soit la réalité de cela dans leur mise en œuvre, est-ce qu'il pourrait en être autrement dans une société qui est basée sur le marché? En fait, on peut penser qu'il pourrait y avoir d'autres alternatives à une approche par les services. Et donc, c'est un peu le sens de mon intervention ici, juste pour terminer avec 2 diapos. Je voudrais présenter la notion de solidarité écologique, qui est éminemment également normative également, qui est une notion qui est apparue dans le processus de loi de la réforme des parcs nationaux français de 2006 et qui est réaffirmée aujourd'hui dans le projet de loi biodiversité qui va passer en 2e lecture ce printemps 2015 comme un des concepts ombrelles de la nouvelle loi biodiversité. Donc ce concept de solidarité écologique, c'est un concept qui souligne surtout, qui invite à prendre conscience des interdépendances du vivant
Et le passage de la notion d'interdépendance à solidarité, ça souligne surtout la communauté de destin entre justement les humains, leur société et le reste de la nature. Et donc l'enjeu, évidemment, c'est de souligner et de s'intégrer dans des politiques territoriales plus solidaires. Et c'est pour cela, l'enjeu, évidemment, ça va être de créer un dispositif qui va permettre aux acteurs d'un territoire de prendre conscience de leurs différentes interdépendances et de les questionner et de les évaluer collectivement et individuellement. Et pour cela, les outils de modélisation, d'accompagnement, de simulation multi-agents ou de jeux de rôle ou encore de schémas conceptuels permettent justement, systémiques, permettent d'essayer de produire cet apprentissage social qui permet de prendre en compte les solidarités écologiques et le vivant. Voilà, et donc en fait la solidarité écologique justement c'est surtout aller vers une exploration de nos interdépendances, les évaluer et c'est surtout donner du sens au-delà de l'action. En fait c'est surtout donner du sens aux actions publiques et aux choix d'aménagement, de faire en sorte qu'ils soient co-construits et vécus. C'est un peu ce sens-là, c'est le sens en fait du message que je voulais faire passer et je suis désolé d'avoir été trop long. Ne t'inquiète pas. Il y avait de petits déséquilibres dans le plan de l'après-midi, donc en fait, c'est pas du tout grave. C'est gentil de me traiter de déséquilibre. Non, de rééquilibre. Comme tu es très commode. Bon, vous avez cité l'évolution de la réglementation dans les parcs nationaux, puis la solidarité qui était visée, mais finalement c'est un échec en termes de... Puisque finalement c'est un jeu de pouvoir qui s'est exercé avec une reprise du politique finalement sur la conservation de la nature. Dans bien des cas, on a des exemples où on montre que c'est pas au bénéfice finalement de l'interdépendance et de la vision effectivement très généreuse d'interdépendance. Oui, non, j'ai conscience de tous les aléas que rencontrent les parcs nationaux dans le renouvellement ou la création de leur charte. Ce que je peux dire, c'est que en fait, si le concept a été extrêmement discuté au Parlement, au Sénat, puis après entre scientifiques quand on a travaillé dessus, en fait, il n'a pas été mis en œuvre du tout. Donc actuellement, le concept, il n'est pas opérationnalisé. Quand vous prenez les chartes des parcs nationaux français, pour celles que j'ai pu consulter, on parle de solidarité écologique au début, voilà, on se met dans le cadre général, et puis après on fait autre chose ou on continue de faire comme avant. Donc il y a eu clairement un enjeu d'appropriation. Après, on gère aussi des héritages. Je pense qu'il faut aussi donner du temps au temps. Il y a quand même un grand nombre de parcs nationaux français, pour ne pas dire la totalité, peut-être pas, qui doivent gérer en tout cas un sentiment d'expropriation, sinon réel, au moins symbolique. Et donc, du coup, forcément, quand vous redonnez un peu de pouvoir ou beaucoup de pouvoir aux populations locales, ça ne se passe pas forcément de façon, on va dire, aisée et sans conflit. Là, l'enjeu, je pense, de la solidarité écologique, c'est d'arriver évidemment à dépasser ces difficultés en essayant de créer des arènes de concertation et qui permettent justement de réfléchir sur les différentes relations et comment chacun évalue ces relations-là et pour essayer de se mettre en marche dans une seule direction. Alors, ça peut être considéré comme un peu naïf, c'est souvent un peu le tort, enfin les coûts qui sont portés à l'action collective en général par rapport à des acteurs stratégiques ou à des dissymétries de pouvoir énormes ou des lobbies extrêmement puissants. Mais il y a quand même énormément d'actions collectives qui sont entreprises en France et qui portent leurs fruits et qui font dérailler, je ne sais plus avec qui on discutait de ça tout à l'heure, qui font dérailler la locomotive légale ou démocratique habituelle, quoi. Voilà. Et qui amènent et qui conduisent à remettre en cause un certain nombre de pratiques. Et je pense que les parcs nationaux aujourd'hui n'ont pas encore passé cette étape-là, mais en même temps, cette phase de transition est nécessaire, il ne faut pas la sauter. Par contre, je nie pas du tout les difficultés qu'ils rencontrent. Comment vous classez quelque part, je dirais, enfin si on peut classer, le nouvel arrivant au niveau des classements, à savoir le réseau Natura 2000 dans ce contexte-là? Alors, très bonne question. Le réseau Natura 2000, donc tout le monde connaît Natura 2000?
très bien. Donc, non, ça... Excusez-moi. Donc le réseau Natura 2000, là-dedans, en France en tout cas, c'est le choix de l'approche contractuelle qui a été fait via des mesures agro-environnementales territorialisées ou des contrats directement avec les propriétaires. Et donc un des enjeux, par exemple, de l'application de la solidarité écologique dans les sites Natura 2000, c'est faire en sorte que le petit groupe qui gère les documents d'objectifs et qui gère la concertation autour de la mise en œuvre de ces documents d'objectifs s'inscrive dans cette dynamique d'apprentissage social et d'intégration des différentes connaissances scientifiques, techniques, etc. et n'impose pas forcément tout le référentiel naturaliste en changeant le nom des choses, etc. et en écrasant ou en donnant le sentiment d'une expropriation de référentiel, quoi, voilà, des acteurs locaux. Sachant que le pouvoir décisionnel est quand même attribué aux collectivités locales et territoriales, avec donc, je dirais, une connotation politique plus forte, est-ce que malgré tout, je dirais, le côté justement écologie, écosystème, n'est pas en plus ou moins, on va dire, occulté? Dans le cas Natura 2000 spécifiquement, moi, je n'ai pas le sentiment, enfin ça dépend des sites Natura 2000. Encore une fois, je pense que c'est extrêmement contexte dépendant et c'est très dépendant de la trajectoire antérieure des conflits. Hein. On l'a vu avec les réserves naturelles dans la thèse de Clara. Hein. Il y a des dispositifs ou des arrangements institutionnels qui sont possibles ici, qui seraient souhaitables là-bas, mais qui ne sont pas possibles parce qu'il y a encore des difficultés à gérer entre des personnes ou des conflits, etc. Et donc, je pense qu'après, l'expérience montre que j'avais crainte aussi que beaucoup de sites Natura 2000 ou de contrats soient galvaudés un peu. Et moi, ce que je connais des sites Natura 2000, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt que finalement, il y a eu quand même à la limite, on impose un certain nombre de contraintes, mais on a ça aussi pour les mesures agri-environnementales. Il y a un certain nombre de contraintes où le manque à gagner ou le surcoût est un peu évalué de manière discutable, on va dire. Et la contrainte écologique ou l'éco-conditionnalité n'est pas toujours très sérieusement évaluée. Elle repose souvent sur des hypothèses. Et moi, ce que je regrette, c'est plutôt que les sites Natura 2000, par exemple, ne s'inscrivent pas plutôt dans de la gestion adaptative au sens strict, avec des hypothèses qui seraient clairement mises sur le papier et qu'au moins on mette en place des suivis scientifiques qui permettent réellement de tester les hypothèses et d'apprendre chemin faisant. Pour le moment, je trouve que les dernières mesures agri-environnementales auxquelles j'avais participé, j'ai plus en tête le budget, mais le budget consacré au suivi scientifique, c'était 0,05%. Et c'était tellement important qu'il a été supprimé dès la première année. Donc c'est pour vous dire qu'on ne cherche pas et on n'a pas forcément envie d'évaluer scientifiquement en tout cas pour l'effet positif ou pas sur la biodiversité. Oui. Oui, voilà, Virginie a levé la main, donc peut-être la solidarité de fait, la communauté de destin, tu la montres, elle est bien spatialisée sur la diapo, mais il y a des enjeux aujourd'hui dans les parcs, par exemple avec les grands prédateurs, où les acteurs qui se sentent interpellés par le problème ne sont pas seulement les acteurs locaux, parce que le concept de solidarité écologique, il a quelque chose à offrir sur les grands débats, par exemple sur le loup, où on a plutôt des conflits entre acteurs éloignés pro-loup et acteurs locaux anti-loup. Est-ce que ça peut aider à... Encore une fois, c'est si on s'inscrivait dans une exploration collective justement de ces solidarités-là, on pourrait penser dans un monde idéal qu'on pourrait avoir plusieurs types d'arènes qui permettraient justement de discuter de la négociation entre des intérêts locaux justement et des intérêts globaux où les bénéficiaires sont diffus, voilà, et où au contraire des intérêts locaux où les bénéficiaires sont très identifiables et très localisés ou ceux qui sont victimes. Et donc là, je pense que la solidarité écologique, à la différence par exemple de l'entrée par les services, du fait qu'elle insiste vraiment sur la dimension relationnelle au milieu et à la nature, on n'arrive pas en imposant, évidemment, on n'arrive pas sur le terrain en disant bon, on va travailler sur les solidarités écologiques aujourd'hui. Non, on va travailler d'abord sur les interdépendances et sur ce qui compte pour vous. L'idée, c'est de travailler sur les relations d'attachement. Et donc l'enjeu, évidemment, c'est d'arriver à articuler les jeux d'échelle. Et donc là, par rapport à ce qui existe, donc là, on essaye de développer un dispositif opérationnel dans le cadre d'un projet Ecocer de l'INRA,
qu'on a déposé, qui est piloté par Cécile Barneau à Toulouse, où on est censé justement travailler sur l'opérationnalisation de ces questions-là et sur le jeu d'échelle entre, par exemple, des enjeux globaux, par exemple, entre la volonté de préserver l'ours brun dans les Pyrénées et puis la volonté des pastoralistes, ou la même question pour le loup. Mais l'idée, encore une fois, c'est de dire que là où une grande partie des acteurs sont identifiables et localisables, il y a moyen, plutôt que de partir dans des grands exercices comme ça d'évaluation des services, il y a moyen d'évaluer et de négocier qualitativement les valeurs accordées à ces jeux d'interdépendance.